La lutte contre les changements climatiques, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, est directement concernée. Son secrétaire général est l'invité du Grand Angle. Bonjour Michel Jarraud, vous êtes avec nous en direct de Genève. Bonjour. Alors vous êtes donc le secrétaire général de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. En deux mots, l'OMM est une organisation de l'ONU qui regroupe 191 pays membres. Vous en êtes le secrétaire général depuis 2004. Le Finlandais Petri Talas vous succédera en janvier 2016. Alors l'OMM est en congrès en ce moment jusqu'au 12 juin à Genève. On peut dire que vous préparez la grande conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre. Oui, bien entendu, mais pas simplement cette conférence. Vous savez, actuellement, on est au cœur, la météorologie est au cœur de très grands enjeux. Il y a eu en janvier une grande conférence sur la prévention des catastrophes naturelles au Japon. On va en reparler. Le changement climatique est bien entendu... Le changement climatique est un enjeu majeur et les services météorologiques nationaux jouent un rôle prépondérant, à la fois pour confirmer la réalité de ce changement, mais aussi pour anticiper, pour fournir des informations pour toutes les décisions qui sont dans des domaines liés au climat. Michel Jarraud, le rôle de l'Organisation météorologique mondiale, de l'OMM, ce n'est pas d'être un acteur politique. Vous n'êtes pas un acteur politique. Non, je crois que ce qu'il faut bien séparer, les décisions doivent être prises par les acteurs politiques, mais il faut que ces décisions soient informées par les meilleures informations scientifiques possibles. Et c'est là où le rôle de l'OMM est essentiel, c'est-à-dire de fournir des informations crédibles, validées, qui couvrent l'ensemble de la planète et qui informent la prise de décision. Alors, vous ne faites pas partie, quand je dis vous, c'est aussi l'organisation que vous dirigez, de ce qu'on appelle les climato-sceptiques. Pour vous, le changement climatique, c'est une réalité, c'est une urgence planétaire. Ah, tout à fait. C'est une réalité. Enfin, je crois qu'il n'est plus possible vraiment d'être sceptique. La réalité, les faits sont là. Les faits sont vraiment maintenant établis. Les concentrations de gaz à effet de serre battent des records absolus depuis plus de 800 000 ans et ce sont des choses que nous pouvons mesurer avec une grande précision. On voit une augmentation d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, la fonte de la calotte polaire. Toutes sortes de signaux convergent. Et l'an passé, le GIEC, le groupement intergouvernemental d'études des changements climatiques, a publié son 5e rapport. Le GIEC a été créé par l'OMM et le Programme des Nations Unies pour l'environnement il y a maintenant un peu plus de 25 ans. Et il a publié son rapport, et ce rapport, les conclusions sont extrêmement fortes. C'est-à-dire que le changement, maintenant, est sans équivoque, et à plus de 95%, on estime qu'il est dû aux activités humaines. Donc vous constatez tous les jours dans votre profession, vous constatez les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. C'est une évidence. Alors, tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais tous les ans, on voit qu'un certain nombre de catastrophes deviennent soit plus intenses, soit plus fréquentes. Alors, bien entendu, il reste difficile d'attribuer un événement particulier uniquement au changement climatique, parce que comme vous le savez, un cyclone, une sécheresse, une vague de chaleur sont le résultat de toutes sortes de facteurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce que l'on voit est compatible avec les changements qu'on attend liés au réchauffement climatique. Et en outre, certains grands phénomènes extrêmes, je pense à la vague de chaleur qui a affecté la Russie en 2010, celle qui a affecté l'Europe occidentale et la France en 2003, des sécheresses, ce sont des événements qui sont d'une échelle telle que maintenant, nous pouvons dire que sans le réchauffement, sans le changement climatique d'origine humaine, ces événements, très probablement, n'auraient pas pu avoir lieu. Alors, Michel Jarraud, dans le contexte que vous venez de décrire, qu'est-ce que vous attendez de la conférence de Paris en décembre ? Alors, je crois qu'on en attend beaucoup, et en particulier dans deux domaines. Vous savez que la communauté internationale s'est fixée comme objectif de contenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés globalement. Bien entendu, c'est quelque chose qui ne va pas être uniforme. Les régions, les hautes latitudes, les régions polaires vont se réchauffer plus que les moyennes latitudes. Une grande partie du changement climatique n'aura pas simplement un effet sur les températures, mais sur le cycle hydrologique,
enregistre plus de précipitations à certains endroits, plus de sécheresse à d'autres endroits. Donc c'est un phénomène très très complexe. Et si on ne prend pas à Paris des décisions courageuses et fortes, il sera très très difficile, voire peut-être impossible de contenir ce réchauffement à moins de 2 degrés. Mais au-delà ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, il y aura quand même un certain changement qui va se produire parce qu'on a déjà envoyé dans l'atmosphère des quantités considérables de CO2, de méthane, d'autres gaz à effet de serre. Et donc, il faudra que les pays puissent s'adapter aux changements qui ne sont plus, qu'on ne peut plus éviter. Donc il y a deux aspects, essayer de minimiser l'amplitude des changements, de telle sorte que les changements, on puisse s'y adapter, et deuxièmement, s'adapter à ce qu'on ne pourra pas éviter. Donc les deux vont, il faut traiter les deux problèmes en parallèle. Et la conférence de Paris est vraiment un moment clé pour pouvoir avancer sur ces deux fronts. Et vous, en tant que spécialiste du climat, est-ce que vous avez l'impression que la limitation à 2 degrés d'augmentation des températures sera suffisant ou est-ce qu'il faudra faire plus ? Écoutez, on aurait aimé que ce soit même 1 degré, 1,5 degré. Les petits États insulaires vous diront que déjà avec 2 degrés, pour eux, les conséquences sont catastrophiques avec l'élévation du niveau de la mer, donc un certain nombre de phénomènes extrêmes, par exemple les ondes de tempête liées aux ouragans vont devenir plus dévastateurs à cause de l'élévation du niveau de la mer. Donc on aurait préféré contenir ce réchauffement à moins de 2 degrés. Mais ça, c'est quelque chose qui d'ores et déjà est très très difficile. Donc essayons déjà de respecter cet objectif de 2 degrés, mais avec 2 degrés, il y aura quand même un certain nombre de conséquences au niveau de, comme j'ai mentionné, l'augmentation de la fréquence d'un certain nombre de phénomènes extrêmes, des sécheresses, des vagues de chaleur, dans d'autres parties de la planète, des inondations, l'élévation du niveau de la mer qui se traduit par le fait que même les tsunamis, qui ne sont pas des phénomènes météorologiques, pénétreront plus loin à l'intérieur des terres. Donc les conséquences sont très importantes, érosion côtière. Donc il va falloir s'adapter à ces choses-là, et là aussi, la conférence de Paris va devoir traiter de problèmes difficiles, le financement, l'aide aux pays en développement, les transferts de technologies. Donc il y a vraiment des sujets extrêmement difficiles à traiter. Michel Jarraud, les pays en développement, mais surtout les pays en transition, disent vous êtes développés, vous les pays riches, sans vous préoccuper de l'environnement. Et maintenant que nous voulons obtenir un certain degré de développement, une croissance forte, vous nous dites arrêtez, il faut arrêter de polluer. Est-ce que vous comprenez aussi d'une certaine manière le discours, la position politique, je dirais, des pays émergents comme la Chine ou le Brésil, par exemple, ou l'Inde ? Bien entendu. Mais en même temps, on voit que ces pays eux-mêmes commencent à être affectés par le changement climatique. La Chine a pris un certain nombre de décisions très fortes dans ce domaine, parce qu'on voit, par exemple, une multiplication des tempêtes de sable, même sur Pékin. La Chine, un certain nombre de villes, de très grandes villes côtières, sont plus vulnérables qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans à des événements tels que des ondes de tempête liées au typhon. Donc, ces grands pays émergents sont eux-mêmes devenus plus vulnérables. Pour l'Inde, une question qui est critique, bien entendu, c'est quel est l'impact du changement climatique sur la fréquence et l'intensité de la mousson. Et en particulier, l'interaction entre le phénomène El Niño et par exemple, les précipitations sur l'Inde. El Niño, les pays en développement... El Niño, c'est un courant d'air chaud. C'est un courant d'air chaud qui modifie en fait le climat, en particulier de l'Amérique latine. C'est un peu plus compliqué. El Niño, c'est une interaction entre l'atmosphère et en particulier l'océan Pacifique dans sa zone tropicale. Et El Niño se traduit par une modification importante des températures superficielles de l'océan Pacifique qui lui-même interagit avec l'atmosphère, et ça se traduit par des conséquences, mais presque planétaires. Ça peut se traduire en particulier par une sécheresse dans le nord-est du Brésil, par des pluies beaucoup plus importantes sur la côte Pacifique, le Pérou, l'Équateur. Mais il y a aussi des conséquences en Indonésie, en Afrique australe, même aux États-Unis. Et donc, c'est un phénomène presque planétaire. Et en particulier, ce qui est important, c'est que durant un phénomène El Niño, l'atmosphère a tendance à être
plus chaude que dans une phase où il n'y a pas de El Niño. Donc on s'attend que durant le prochain phénomène El Niño, on batte encore des records de chaleur globalement. Michel Jarraud, on a parfois l'impression que le problème, c'est que le temps climatique n'est pas le même que le temps politique. Ce qui veut dire que la plupart des décideurs politiques, eh bien, ils seront morts en 2050 ou en 2100 et qu'ils ont un peu tendance à dire « après nous le déluge », non ? Alors, littéralement, le déluge dans certaines régions, mais la sécheresse dans d'autres régions. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a souvent un décalage entre l'horizon temporel que, d'un point de vue scientifique, nous souhaitons traiter. On parle de décennies, voire de ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans. Et vous savez que les gaz à effet de serre qu'on émet maintenant continueront à provoquer une élévation du niveau de la mer pendant plusieurs centaines d'années. Et en même temps, l'horizon temporel politique, vous avez tout à fait raison, est souvent beaucoup plus court. Néanmoins, quand on parle de la fin du siècle, c'est pas quelque chose qui est... c'est quelque chose auquel les enfants qui naissent aujourd'hui, la plupart seront encore vivants à la fin du siècle. Donc je crois qu'on peut quand même, trouver une relation avec ça. Si les décideurs d'aujourd'hui ne le font pas pour eux-mêmes, qu'ils le fassent au moins pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. On pourrait dire ça comme ça. Ah, tout à fait. D'autant plus que quand la révolution industrielle a commencé, les gens ne savaient pas quel serait l'impact de ces émissions de CO2. Maintenant, on ne peut plus plaider l'ignorance. Nous savons. Donc, nous avons une responsabilité historique parce que les générations futures pourront nous dire « Vous saviez, qu'avez-vous fait ?» En un mot, Michel Jarraud, vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il faut décarboner l'économie, c'est-à-dire remplacer les énergies fossiles, le pétrole, le gaz ou le charbon surtout, par des énergies propres et surtout renouvelables ? Vous savez, la cause principale des changements climatiques, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone, en particulier le méthane. Il y en a d'autres. Et donc, si on veut s'attaquer aux causes du changement climatique, il n'y a aucun doute, il faut décarboner l'économie. Alors, le rôle de l'OMM, c'est aussi d'alerter et d'informer les populations. Et là aussi, vous dites, on peut mieux faire parce que les États n'y consacrent pas assez de moyens à l'information. Oui, l'information est essentielle et nous avons lancé une initiative et je suis très content qu'elle ait été reprise dans beaucoup de pays, c'est d'encourager les présentateurs télévision météo à faire des prévisions pour l'année 2050. Et nous avons actuellement une quarantaine de pays qui ont repris cette initiative et je crois que c'est important parce qu'il ne s'agit pas de prévisions fantaisistes, c'est basé sur les meilleurs scénarios fournis par les scientifiques. Et c'est pour illustrer quel est l'impact. La communication est essentielle, justement, pour que non seulement... C'est très important pour les agriculteurs et pour l'alimentation mondiale. C'est important pour la sécurité alimentaire parce que l'essentiel de l'agriculture est très, très vulnérable aux conditions météo. Bien sûr, la température, les précipitations, les sécheresses, mais c'est aussi très important pour la relation avec la santé. Vous savez, beaucoup de maladies sont liées, par exemple, à des insectes, aux moustiques, la malaria, d'autres maladies qui eux-mêmes sont très dépendants des conditions météo. Les vagues de chaleur, souvenez-vous, en Europe de l'Ouest, peuvent encore tuer des milliers de personnes. Donc beaucoup de ces événements climatiques auront un impact sur la sécurité alimentaire, sur la santé, sur les ressources disponibles en eau fraîche, sur l'énergie, sur les transports. Pratiquement tous les secteurs socio-économiques vont être affectés. Merci beaucoup Michel Jarraud. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Vous étiez en duplex, en direct avec nous depuis Genève. Merci d'avoir été avec nous.